Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, vous êtes toujours en train de regarder une vidéo de ma chaîne YouTube Canal Jack. Conscience et intelligence sont deux armes de résistance. Voilà ma devise. Il y en a une autre devise qui est derrière moi, qui est très importante. Et si vous connaissez un peu l'histoire de France, eh bien c'est une devise d'une partie de la résistance française pendant une des périodes les plus noires de notre histoire, qui est la collaboration pendant l'occupation allemande entre 1930 et 1945. Et servir, c'était bien sûr servir le gouvernement de Vichy, donc ça c'était trahir. Par contre, désobéir, c'est-à-dire rejoindre le maquis et les différentes formes de résistance, eh bien ça c'était véritablement servir la patrie et la République française. Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juillet 2020. C'est un jour particulier parce que, pour la première fois, je filme dans mon bureau, dans mon appartement. Voilà. Alors, ce qui explique un peu l'acoustique. J'ai l'impression que... Enfin voilà, c'est différent du plein air que j'ai fait, du direct en plein air, des deux directs en plein air que j'ai fait dimanche dernier et puis vendredi dernier. Alors, cette vidéo est aussi un petit peu particulière parce qu'elle porte le numéro 15, mais en fait, elle a été filmée après la numéro 21. Pourquoi ? Parce que je vais intégrer dans cette vidéo une petite partie d'un entretien que j'ai réalisé le 13 août 2019 en Belgique avec mon ami Arnaud Dubouche. Arnaud, c'est celui qui a fait avec moi, m'a permis de réaliser la toute première vidéo, la numéro 1, qui a été donc filmée chez lui en Belgique le 23 janvier 2019. Et Arnaud, je l'ai connu parce que à l'automne 2018, au moment où je venais de comprendre que la principale du collège de Suippes, Valérie Richard, allait chercher à me placardiser, eh bien, j'avais découvert sur YouTube une vidéo qu'il avait tournée en 2014 et qui s'appelait « Le harcèlement moral dans l'enseignement ». Donc, ayant regardé cette vidéo de 34 minutes environ, eh bien, j'ai eu envie de le contacter et il a tout de suite répondu. Et nous sommes devenus amis parce que nous avons beaucoup discuté. Et puis donc, il m'a proposé de filmer des entretiens chez lui parce qu'il avait un caméscope. Alors, en août 2019, je l'ai recontacté parce que je venais de recevoir une très agréable nouvelle de la part du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, le 5 août 2019, avait décidé de me révoquer. Voilà, ça veut dire licencier, hein. Ça veut dire plus de traitement. Voilà. Et donc, quand j'avais reçu cette nouvelle, le samedi 10 août 2019, je vous avoue que j'avais été un petit peu assommée. J'avais été consultée en urgence l'hôpital de Châlons-en-Champagne. Et ensuite, j'ai demandé à Arnaud si je pouvais aller chez lui parce que j'avais besoin de soutien et de réconfort. Et donc, nous avons tourné 3 entretiens pendant ce moment-là. Et ce sont les vidéos numéro 11, 12 et 13. Voilà. Mais le 3e entretien, malencontreusement, j'en ai perdu une partie. Et je me suis dit, plutôt que de jeter la partie restante, eh bien, je vais la garder et je vais l'intégrer dans une nouvelle vidéo. Et puis, ça me permettra d'actualiser ce que j'avais dit donc en août 2019. Donc, vous allez donc écouter ce que je disais avec Arnaud le 13 août 2019. Et puis, je vous retrouverai ensuite pour vous apporter des informations nouvelles par rapport à ce que je disais ou pour vous apporter des précisions. Voilà. Donc, je vous dis à dans quelques 20 minutes. À tout à l'heure. Bonjour Arnaud. Bonjour Jocelyne Chassard. Cette petite vidéo, c'est juste pour que tu puisses présenter un peu ton combat, présenter qui tu es. Et donc je vois que tu portes un gilet jaune. Le titre de cette vidéo, c'est « Gilet jaune, fonctionnaire d'État français et enseignante ». Ouais. Or je vois que sur ton gilet jaune, d'abord il y a une lettre grecque, c'est le phi, je crois. Tout à fait. Alors, en effet, donc derrière, tu as vu, il y a prof en colère. Oui. Donc ça, je l'ai depuis que je manifeste avec les gilets jaunes. Et donc la lettre phi, en fait, c'est le symbole du mouvement en France qui s'appelle la France insoumise. Parce que je me considère moi-même comme une insoumise. Et tu as vu aussi que
en bas à gauche de la pancarte, je la remontre à l'écran. Est-ce qu'on la voit bien? Ah oui, obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est la devise d'une partie de la résistance en France, entre 1940 et 1944, et c'était la résistance gaulliste. Donc la croix qu'on voit, c'est la croix de Lorraine. Donc je me considère comme une insoumise dans le sens où je n'ai pas à obéir à des hiérarques ou à des ordres venant de hiérarques si ces ordres sont illégaux, injustes, stupides ou nuisibles à l'intérêt général. Et ce que je te dis là, c'est écrit dans un des articles de la loi qui est notre statut général des fonctionnaires. C'est la loi du 13 juillet 1983, 83-634, qui a été comment dire, portée en 1983 par un député communiste qui s'appelle Anicet Le Pors. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la loi Le Pors. Et donc dans cette loi, il y a un article que les hiérarques n'aiment pas du tout rendre public, mais alors pas du tout. C'est l'article 28 qui dit que les fonctionnaires doivent normalement obéir aux ordres de leur hiérarchie, sauf, et ça c'est important, sauf si l'ordre est manifestement illégal ou contraire à l'intérêt général. Ou contraire aux droits de l'homme, il y a sûrement aussi des notions Contraire aux droits morales. humains, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. Mais c'est pour ça que je me considère comme une insoumise, parce que depuis que j'ai été harcelée une première fois, donc en 2013, eh bien, ça m'a fait prendre conscience de certains dysfonctionnements dans l'éducation nationale. Et depuis le deuxième harcèlement de 2016, alors là, mes yeux se sont dessillés, comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Et donc, j'ai vu la gangrène à la fois morale et politique de l'administration de l'éducation nationale aujourd'hui. Et donc, je considère que c'est un devoir aujourd'hui de désobéir, par exemple, aux contre-réformes, aux 5 contre-réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer depuis qu'il est au ministère de l'Éducation nationale. Ah, ça, tu vas nous raconter, ça va être intéressant. Voilà. Je vois que tu as aussi un personnage souriant à droite. Ça, c'est tout simplement parce que c'est ma nature. Ah, je veux dire, j'adore sourire, j'adore rigoler. Et donc, j'aime bien dessiner des personnages. Tu te laisses pas abattre. Oui, mais je crois que c'est vraiment, c'est le fait de rire. Oui. Et tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent aux gosses et aux adultes. Et les gosses, quand ils l'entendent, ça les étonne pas. Mais les adultes, alors là, est-ce que tu sais combien de fois les enfants rigolent par jour? Non. 300 fois. Et est-ce que tu sais combien de fois les adultes rigolent par jour? En moyenne, bien sûr. Ça doit être moins. Ça doit être 50. 15 15 fois, oui. 15 fois. Et comment dire, ça, cette capacité à rigoler, à être presque, parfois avoir des comportements presque enfantins, quoi. Ben, ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte, qui produit envers mes collègues qui sont les plus bêtes, stupides, ignares, médiocres, ça produit de la jalousie, tout simplement. Parce que les gosses, quand ils voient une prof, bah, toi aussi tu le sais, quand ils voient des profs qui sont passionnés, qui sont à l'écoute, qui ont des exigences, mais qui en même temps donnent tout ce qu'ils peuvent ou elles peuvent pour aider les gosses, et quand ces profs-là sont joyeux, quoi, et ben les gosses aiment ça. Tout à fait. Voilà. Alors, tu as adhéré au mouvement des Gilets jaunes comme professeur. Hein. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ta démarche? Comment ça s'est fait? Alors, tout simplement, lorsque j'ai découvert les Gilets jaunes et que j'ai commencé un petit peu à écouter leurs revendications, mais vraiment le tout premier point sur lequel je me suis sentie totalement en accord, c'est l'inégalité de richesse. C'est quelque chose qui est abominable. Enfin, toi, en tant que catholique croyante, tu le sais aussi bien que moi. Je veux dire, c'est abominable. Je veux dire, en France, actuellement, il y a 9 millions de pauvres. Ça veut dire des personnes qui sont obligées de vivre chaque mois avec moins de 934 €. Et parmi ces 9 millions de pauvres, il y a 2 millions d'enfants pauvres. Voilà. Donc ça,
c'était la première des revendications dans les premières semaines qui étaient formulées, Voilà. C'est-à-dire... Avec l'histoire du gasoil qu'ils augmentaient, Voilà. ces trucs un peu de bobo parisien. Voilà, mais après, il n'y a pas eu que ça. Ça a été le déclencheur. Mais après, ça a permis aux gens qui sont descendus dans la rue tous les dimanches, tous les samedis, ça a permis de leur faire prendre conscience qu'il y avait plein d'autres aspects de leur vie quotidienne qui étaient dégradés, qui n'étaient plus des conditions de vie décentes dans un pays qui se prétend une république démocratique et sociale. Et donc, cette inégalité absolument obscène, et ça c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit une fois à la tribune de l'Assemblée nationale, il l'a dit, je veux dire, la fracture, le fossé abyssal entre une majorité de pauvres gens de plus en plus précarisés, dont les conditions de vie ne sont plus décentes, et une poignée d'ultra-riches qui sont favorisés par Macron, c'est la première chose qui m'a motivée pour descendre dans la rue, donc fin décembre à peu près, 2018, pour et tu as essayé de le faire aussi jaunes. comme fonctionnaire et comme prof. Voilà. Alors, la deuxième raison, c'est que tout de suite j'ai pensé, et ça je sais que beaucoup de mes collègues ne le conçoivent même pas, les gens qui descendent dans la rue, les personnes, femmes, hommes, jeunes, vieilles et vieux, ces personnes-là sont la famille des enfants que nous, fonctionnaires d'État, nous avons devant nos yeux chaque jour. Et nous avons avec nous chaque jour. Ce sont leurs familles, leur père, leur mère, leurs sœurs, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, leurs grands-parents, etc. Donc, je veux dire, c'est ce que je défends en manifestant avec ces personnes-là, ces citoyennes et ces citoyens, c'est je veux un enseignement de qualité pour tous les enfants de la République française. Voilà. Je veux défendre les services publics. Parce que les services publics en France, c'est pas depuis Macron, ça a commencé avec Sarkozy, révision, la RGPP, révision générale des politiques publiques. Voilà. Mais ça s'est accéléré de façon absolument abominable avec Macron. Macron est en train de détruire les 4 services publics qui pour moi sont les piliers d'une société véritablement démocratique et sociale, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice et la police. Pour l'éducation, par exemple, tu sais que Blanquer, au départ, a été pris plutôt positivement. Or, tu dis, et tu le prouves, tu dis qu'il est en train de détruire l'éducation nationale. Sa réforme consiste principalement, d'après ce que j'ai compris depuis la Belgique, à supprimer des options, faire un tronc commun. C'est ça? Alors, déjà, si tu dis qu'il a été vu positivement, je ne sais pas comment tu peux dire ça. Est-ce que c'est parce que tu as regardé la télé? Oui, uniquement là-dessus. Voilà, d'accord. Parce que moi, je n'ai pas la télé. Tout à fait. Alors, c'est sûrement vrai, parce que Blanquer, de toute façon, c'est comme Macron, c'est un bonimenteur. Donc, ces gens-là apprennent à mentir sans vergogne, avec aplomb, d'accord? Et ils apprennent aussi à manipuler les gens pour faire paraître leur plus beau profil, leur plus beau sourire, etc. Donc c'est pas étonnant qu'il ait manipulé des gens qui ne connaissent rien à l'éducation nationale. Première chose. Deuxième chose, Blanquer, depuis qu'il est là, a fait 5 contre-réformes qui contribuent à casser, à détruire l'enseignement public et l'éducation nationale. Premièrement, réforme du bac. Deuxièmement, réforme du lycée modulaire. Troisièmement, remplacement de la plateforme APB pour APB, ça veut dire admission post-bac. Oui. Donc, remplacement de cette plateforme par Parcoursup. Quatrièmement, inscription dans la loi de la sélection à l'entrée à l'université, avec, par exemple, le droit pour les universités de mettre des prérequis pour l'admission, pour leur admission dans leurs universités. Et cinquièmement, eh bien, la dernière en date, malheureusement, celle qui est passée sous le titre hypocrite de École de la confiance. Et pourquoi elle est passée? Parce que comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que ça c'est aussi la pédagogie, aujourd'hui, les 3/4 des profs sont des lâches, des ignorants et des ignorantes, et des collabos. Et donc, des personnes ne savent même pas ce qu'il y a dans cette loi. Ils ne savent pas. Et ils ne savent pas, par exemple, que le premier article a pour objectif de bâillonner des professeurs qui seraient trop critiques, qui auraient encore trop l'esprit de service public et qui voudraient
défendre le service public. Il faut les bâillonner, et pour ça, Blanquer a fait inscrire un prétendu devoir d'exemplarité. Voilà. Mais Blanquer, il faut le savoir, avant de prendre ses fonctions au ministère, il a fait deux choses qui prouvaient tout de suite de quel bord il était. Et il est du bord ultralibéral et privatisation des services publics. Premièrement, il a été, et personne, aucun ministre de l'Éducation nationale n'avait fait ça avant lui, il a participé à l'université d'été du MEDEF. Donc le MEDEF, c'est l'instance représentative du patronat français. Il a été à l'université du MEDEF en août 2017. Personne n'a fait ça. Donc c'est un signe. Alors, ça n'a pas été médiatisé, bien sûr, hein, parce que peut-être que ça aurait ouvert les yeux de profs pas trop. Il est déjà ministre, je suppose. Il n'avait pas encore pris ses fonctions au ministère, oui. mais il était pressenti, ça c'est sûr. Et donc, là, ça veut dire, c'est un geste symbolique qui veut dire, de toute façon, je vais faire en sorte de détruire l'enseignement public, de façon à ce que les enfants des classes populaires et des classes moyennes reçoivent un enseignement au rabais, une nourriture de cochon. Donc, petit à petit, quand ces jeunes-là vont grandir, ils et elles ne pourront pas réfléchir, donc ne pourront pas se révolter, et seront obligés soit d'accepter des travaux au rabais, soit seront chômeuses et chômeurs. Et la deuxième chose que Blanquer a faite, c'est qu'il a donné un entretien à une association plutôt classée à l'extrême droite, une association qui s'appelle SOS Éducation. Alors, je ne vais pas dire extrême droite, une association plutôt réactionnaire. Donc, il s'appelle SOS Éducation. Et donc, il a donné un entretien. Il a donné aussi à cette association, l'entretien, il y avait aussi son directeur de cabinet, qui s'appelle Christian de quelque chose, mais j'ai plus son nom en tête. Et dans cet entretien, Blanquer a dit, et il faut savoir ce que ça sous-entend, il a dit non, sans parler véritablement de privatisation, on peut quand même commencer à examiner la possibilité d'étendre les délégations de services publics ou les façons d'externaliser. Ça, pour n'importe qui sait décrypter ce qui se passe depuis la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, pour n'importe qui, ça veut dire je vais détruire l'enseignement public de façon à assécher l'enseignement public, de façon à ce que les gens qui ont encore envie de donner un bon enseignement à leurs enfants aillent dans le privé, et surtout de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'activités qui sont actuellement dans les missions de l'éducation nationale en tant que service public, et ces activités vont de plus en plus être privatisées. C'est ça que ça veut dire. Et la preuve de ce que je te dis, que ces paroles-là étaient sulfureuses parce qu'elles laissaient voir quelle était sa véritable intention. C'est que dès qu'il est rentré au ministère, eh bien, il a supprimé d'Internet, il a supprimé... Non, excuse-moi, il faut dire les choses précisément. Dès qu'il est devenu ministre, l'association SOS Éducation a décidé d'enlever de son site internet l'interview avec Blanquer et son directeur de cabinet. Voilà. Et ça, heureusement, il y a quelques journalistes qui en ont eu vent, et ces quelques journalistes ont recherché l'entretien et l'ont publié. Et donc, moi, comme je suis professeur en documentation, tu penses bien, donc cet entretien, je l'ai trouvé, je l'ai archivé, et je le garde bien au chaud. Voilà. Mais Blanquer, c'est ça. Donc, tu as comme prof, directement, tu as pu intégrer un groupe et ça s'est bien passé, tu as bien été reçu là-dedans. Est-ce que tu as été suivi par d'autres professeurs dans les Gilets jaunes? Non, c'est ce que je dis dans une petite interview qu'une journaliste de RT France a faite de moi. C'était un samedi, le samedi 27 avril 2019. J'étais à la place de la République, c'était en fin d'après-midi. Et donc j'ai demandé si elle voulait bien m'interroger. Parce que justement, je m'étais aperçue au cours des manifestations que je faisais qu'il n'y avait quasiment pas de profs. Et en tout, Arnaud, j'ai dû participer à 10 manifestations. D'accord? Eh bien, pour 9 manifestations, j'ai dû voir 5 ou 6 profs. D'accord? Et il y a eu une manifestation
qui heureusement a été organisée par une association qui s'appelle Paris Banlieue. Et cette manifestation a eu lieu à Paris et elle avait un thème. Et ce thème, c'était l'éducation. Et c'était au moment où la loi Blanquer était en discussion à l'Assemblée nationale. Eh bien là, miracle, j'ai rencontré 4 profs, 4 professeurs. Et ça n'a pas été plus, il n'y a pas eu de, voilà, d'action. Et tu penses que par rapport à ça, c'est-à-dire la lucidité que tu as, Oui. elle n'est pas partagée, c'est-à-dire que... Pas du tout, pas du tout. Mais parce que, factuellement, dans la mesure où je vois des options vont être supprimées, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Oui. Ces profs se retrouvent comment, sans matière à donner Tout à fait. Et donc obligés de se réorienter. Voilà, eh bien, il peut y avoir... il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a pas, je veux dire, s'il y avait des options comme le russe, je ne sais pas, le... Voilà, mais l'un des profs, l'un des cancrelats, puisque dans la vidéo précédente... je crois que c'est la 15 ou la 16, je ne sais plus, j'ai parlé des personnes qui m'ont diffamé dans mon collège, le collège Louis Pasteur à Suip, et je vais porter plainte contre ces personnes pour dénonciation calomnieuse. L'un de ces profs, c'est celui qui m'a le plus trahi, puisque l'année dernière, on avait une très très bonne relation professionnelle et personnelle, intellectuelle, et ce prof-là m'a un jour raconté, justement, l'année dernière, quand on discutait abondamment, que lui-même avait été obligé de se reconvertir, parce que lui-même était déjà professeur dans un lycée professionnel et que sa matière a été supprimée. Et donc il s'est reconverti dans la physique-chimie. D'accord. Ok. Alors, donc pour que les gens comprennent, concrètement, si des profs, femmes ou hommes, dont la matière, dont la spécialité est supprimée, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Qu'est-ce qu'elles et ils ont comme choix? Soit si, à cause de leur jeune âge, ils peuvent essayer de se reconvertir dans une autre discipline. D'accord? Alors, c'est pas très difficile, parce qu'il faut savoir aussi que le niveau de compétence et de savoir que l'on demande pour que le ministère demande aux professeurs actuellement pour enseigner a notablement baissé depuis 15-20 ans. Voilà, il faut le savoir, c'est vrai. Et donc, c'est pas difficile si on est jeune. Si on est moins jeune, eh bien, à mon avis, il y a 2 solutions. Soit tu déprimes. Dans ce cas-là, les hiérarques n'ont aucun mal à accepter de te placer en congé de longue maladie ou de congé de longue durée et de te payer, parce que de toute façon, tu dégages. D'accord? Et éventuellement, tu attends ta retraite, voilà, en étant en congé de longue maladie. Et sinon, alors, cas plus grave, si ce sont des personnes qui tiennent vraiment à leur matière ou à leur spécialité, qui ont leur métier à cœur et qui regiment un peu, ben, à ce moment-là, peut-être qu'on les écarte d'office. Ils font de dépression. Voilà. Ou alors, il y a une autre solution aussi, c'est « Oh ben, je quitte l'éducation nationale ». Oui. Et ça, je le sais parce que ma meilleure amie a quitté l'éducation nationale en partie parce qu'elle était dégoûtée de la gangrène qu'elle sentait venir et de l'abaissement délibéré du niveau. Donc elle a quitté l'éducation nationale et s'est reconvertie. Elle était jeune, hein, elle avait entre 25 et 30 à ce moment-là. Et je l'ai entendu dire aussi par une de mes amies qui est professeure de lettres. Bah, c'est la Candide dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Eh bien, elle m'a dit, quand je lui ai dit, mais enfin, mais essaie de comprendre. Là, tu me dis que tu vas avoir une nouvelle chef d'établissement. Rends-toi compte que tu as aujourd'hui, tu as 8 chances sur 10 pour que cette chef d'établissement soit une chefaillonne et que si elle te prend en grippe, elle va essayer de te placardiser. Rends-toi compte. Et là, mon amie me dit, et c'est sorti du cœur, hein, elle me dit, eh bien dans ce cas-là, je démissionnerai, je peux faire plein d'autres choses et tout ça. Oui. Voilà. Et là, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui répliquer, dans ce cas-là, tu abandonnes les gosses. Oui. Mais voilà quelles sont les 3 ou 4 réactions possibles si la matière est supprimée ou la Donc spécialité très peu de gens est supprimée. combatifs, beaucoup moins combatifs que dans le temps. Les gens être tranquilles et souvent ça s'accompagne aussi de lâcheté, c'est-à-dire de non-soutien à des collègues qui peuvent être harcelés, etc. Et aussi, j'insiste Arnaud, aussi ignorance. Les syndicats, tu as remarqué, les syndicats sont-ils, est-ce que tu les rangerais parmi les combatifs ou parmi les vendus? Alors, j'ai fait 2 vidéos pour parler des syndicats. Encore une fois, je parle des syndicalistes que j'ai rencontrés. Mais comme depuis 2016, j'ai rencontré
au moins une quinzaine de syndicalistes dans les 4 gros syndicats de l'éducation nationale, c'est-à-dire SNES FSU, SGEN, CFDT, la CGT et Sud Éducation, qui est pourtant le plus revendicatif. Voilà. Donc, moi, je parle des gens que j'ai rencontrés, Oui. et je peux dire, et j'ai fait 2 vidéos pour le dire, et j'ai donné des exemples précis, les syndicats sont, la majorité des syndicalistes, aujourd'hui, sont des lâches, des incompétents, des ignorants Oui, et des collabos. Je confirme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut pas que ça, comment dire, il faut pas que ça fasse peur aux personnes qui m'écoutent. Et je suis sûre qu'il y a des syndicalistes aussi qui vont hurler, etc. Mais encore une fois, j'ai des noms. J'ai des noms. Tout à fait. Et ça, c'est une chose que beaucoup remarquent, quoi. C'est-à-dire, on dirait que pour peut-être être tranquille, Oui. sans doute, il y a une baisse de la défense des petits. Et du coup, les gilets jaunes, là, Oui. on a vu Oui. Oui. des petits Oui. se révolter. Donc ça correspondait vraiment à ce que tu voulais faire. Exactement. Ce- Eh bien, nous revoilà. Si vous me voyez, c'est que vous avez décidé de continuer à regarder la vidéo. Alors, je vais tout de suite rebondir sur les derniers mots que Arnaud a prononcés. Il a parlé de la révolte des Gilets jaunes comme du combat des petits. Et il a parfaitement raison. Les personnes qui ont mon âge et qui s'intéressent à la politique se souviennent peut-être qu'un ancien Premier ministre de la République, qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin, de droite bien sûr, avait eu cette expression géniale, la France d'en bas. Voilà. Parce que, évidemment, lui se situait dans la France d'en haut. Alors, oui, quand j'ai décidé de manifester le samedi en portant mon gilet jaune, dont je suis très fière, eh bien, c'est parce que je considère que je fais partie de la France d'en bas, et dans le sens, comment dire, de personnes qui ne sont pas du tout gangrenées par l'appât du gain, le sentiment d'impunité, le sentiment de pouvoir violer les lois tant qu'on veut, le sentiment de pouvoir piétiner les autres tant qu'on veut. Ça, c'est la France d'en haut actuellement. Voilà. Elle est assez dégoûtante. Et moi, en tant que fonctionnaire d'État, appartenant à la classe moyenne, je considère que je fais partie des petits. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à descendre dans la rue en portant mon gilet jaune. J'avais aussi un mégaphone qui me sert à porter la voix, non seulement la mienne, mais aussi celle des gens qui m'entourent. Et donc, la similitude de ce combat des petits avec le mien, c'est que, en tant que fonctionnaire d'État, je suis une administrée, participe passé. Et donc, je suis ici. Vous voyez, sur le plateau d'une balance, je suis ici. Et il y a un autre plateau, ici, et ça c'est les hiérarques de l'administration. Voilà, les administrateurs et les administratrices. L'administration, avec un grand A. Ça c'est ce qu'elle veut faire croire, hein, le grand A. Et donc, depuis que l'administration française existe, il y a toujours eu cette asymétrie entre les deux plateaux. Voilà. Heureusement, depuis quelques décennies, les deux plateaux, le déséquilibre entre les deux plateaux tend à se réduire. Il y a 2 raisons principales à ça. Il y en a plusieurs, hein, mais il y en a 2 principales. Il y en a une dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est la juridiction administrative. La juridiction administrative a pour mission d'obliger l'administration à respecter le droit et d'obliger l'administration à protéger les administrés et d'obliger l'administration à réparer les dommages que, éventuellement, elle aurait pu causer aux administrés. Voilà. Ça, c'est la mission de la juridiction administrative. Et même si tous les magistrats des juridictions administratives ne sont pas encore convaincus de cette mission, par exemple, ceux du tribunal de Châlons-en-Champagne, eh bien, depuis une quarantaine d'années, il y a des arrêts, des décisions, des jugements des juridictions administratives, ce qu'on appelle la jurisprudence, qui a fait notablement avancer, remonter le plateau des administrés par rapport à l'administration. Et il y a un autre correctif à cette asymétrie, c'est une loi qui a été votée le 13 juillet 1983 et qui s'appelle la loi qui porte le numéro 83-634.
C'est une loi qui a été rapportée par un parlementaire qui s'appelle Anicet Le Pors, donc on l'appelle la loi Anicet Le Pors, et elle s'appelle « Loi portant droits et obligations des fonctionnaires ». Et vous remarquerez que le mot « droit » se trouve avant « obligation ». C'est hyper important. Et donc cette loi était le premier statut général de la fonction publique. Voilà. Donc cette loi, c'est très important. Et vous avez vu dans le générique, j'ai mis un article très important aussi, et malheureusement très peu connu, mais c'est pour ça que je le mets, c'est pour qu'il soit connu. Donc c'est l'article 28 qui dit que tout fonctionnaire a, en principe, l'obligation d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques, mais par contre, si l'ordre qu'on lui donne est manifestement illégal et qu'il peut porter préjudice, qui peut contrevenir à un intérêt public, et bien dans ce cas-là, les fonctionnaires ont le devoir de les obéir. Voilà. Et cet article-là, généralement, l'administration ne cite que la première partie. Tout fonctionnaire a le droit d'obéir à ses supérieurs, a le devoir d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques. Par contre, le fait de devoir désobéir si l'ordre est manifestement illégal ou contraire à un intérêt public ou un intérêt général, ça, l'administration n'en parle pas. Bref. Donc voilà les deux correctifs principaux à l'asymétrie entre les administrés et l'administration. Mais en tout état de cause, le combat des Gilets jaunes, c'est-à-dire la France d'en bas, pour avoir des conditions de vie décentes dans une république démocratique et sociale, eh bien, c'était pour moi de même nature que mon combat d'administrer, donc de petite, dans l'esprit des hiérarques, d'administrer par rapport à l'administration qui commet des illégalités faramineuses. Le deuxième point que j'actualise, c'est pour rectifier quelque chose que Arnaud a dit. Il a dit que ce qui avait déclenché la révolte des Gilets jaunes, c'était l'augmentation du prix de l'essence. Et il a dit que c'était un truc de bobo parisien. Alors, pas du tout. Pas du tout. Dans le feu de l'action, si vous voulez, avec lui, je n'avais pas du tout percuté, mais je tiens à rectifier ça. Ce que j'ai compris en tant que citoyenne, en manifestant avec les Gilets jaunes et en portant mon gilet jaune, et en discutant avec énormément de monde autour de moi, c'est que justement l'essence, pour les travailleuses et les travailleurs qui portent un gilet jaune, et surtout dans la France rurale ou semi-rurale, qui sont obligés pour aller travailler de prendre leur voiture, parfois pendant 1 heure, 1 heure et demie, ok ? Eh bien, le prix d'essence, c'est extrêmement important dans le budget. C'est ce qu'on appelle une dépense incompressible, et donc si elle augmente, forcément, ça met le couteau sous la gorge. Parce que si le poste essence dans le budget de ces travailleuses et travailleurs augmente, eh bien forcément, ça va faire baisser d'autres postes budgétaires qui sont aussi, sinon plus, importants, et qui sont par exemple l'alimentation et les dépenses de santé. Donc non, l'augmentation du prix de l'essence décrétée par le gouvernement Philippe, sous les ordres de Macron bien sûr, eh bien ça n'était pas un truc de bobo parisien. Pas du tout. Le troisième point, attendez, je remets mes lunettes. Oui, le troisième point. Alors, ce que j'ai compris aussi tout de suite, c'est que, en tant qu'enseignante, c'est que les gilets jaunes, les personnes qui portent un gilet jaune et qui sont descendues dans la rue semaine après semaine pendant 15 mois, et malgré la répression sauvage du locataire actuel de l'Élysée, eh bien, ces personnes, ce sont la famille des enfants que nous avons chaque jour dans nos classes, dans nos salles de classe. Ce sont les parents, ce sont les tantes et oncles, les cousines et cousins, les frères et sœurs, les grands-parents des enfants que nous avons dans nos salles de classe et que nous avons pour mission d'élever, d'éduquer, d'instruire, de façon à ce que plus tard ces enfants deviennent des citoyennes et des citoyens qui auront des connaissances, qui auront un esprit critique, qui auront une estime de soi, qui leur permettra de se défendre et de riposter si jamais d'autres individus cherchent à les piétiner. Les gilets jaunes sont les parents, la famille des enfants que nous avons devant nous dans nos salles de classe. Voilà. Et rien que pour ça, il fallait que les enseignantes, les vraies enseignantes et enseignants, descendent dans la rue pour manifester avec les gilets jaunes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc j'en viens à mon quatrième point. Les profs, effectivement, sont aujourd'hui de petits fonctionnaires confis dans leur confort et
n'ont absolument aucune conscience politique, dans leur immense majorité. Et donc, ces profs ne comprennent pas que défendre dans la rue, en manifestant, que ce soit en portant un gilet jaune pendant le mouvement, ou que ce soit contre la réforme des retraites, ou que ce soit contre la casse de la fonction publique en 2019, eh bien, ces profs-là ne comprennent pas que s'ils ne font pas ça, ils participent à la destruction d'un des piliers de la République démocratique et sociale qui, normalement, existe en France, mais qui, depuis Macron, n'existe plus. Et si ces profs ne participent pas, ne comprennent pas cela, et ne veulent pas participer à cette défense des petits, ou de la fonction publique, ou de la République démocratique et sociale, eh bien c'est parce que 80% d'entre eux sont des ignorantes et des ignorants, des lâches ou des collabos. Collabos des hiérarques. Aujourd'hui, il y a environ un peu moins de 900 000 personnels qui sont chaque jour en face des gosses, que ce soit la fonction d'enseignement ou d'éducation. Eh bien, depuis 2013, ce que j'ai compris malheureusement, par expérience, c'est que 80% de ces personnels, 80% sont des ignorantes et des ignorants, des lâches et des collabos. Donc il en reste 20%. Alors les 80%, moi je les appelle les profs, et maintenant ce mot a dans ma bouche une connotation totalement méprisante. Donc il reste 20% d'enseignantes et d'enseignants, de vrais, voilà. Vous me croyez peut-être pas, vous êtes en train de sauter au plafond, vous avez envie de casser votre ordinateur, ou vous me vouez aux gémonies, ce que vous voulez. Je vous donne une petite preuve, toute simple, un chiffre. En 2019, l'un des membres de la clique à Macron, qui s'appelle Darmanin, a présenté à l'Assemblée nationale une loi qui consistait purement et simplement à casser le statut de la fonction publique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi 83-634, votée le 13 juillet 1983 et portant droits et obligations des fonctionnaires. Eh bien, le but de Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, c'est de toute façon de casser tous les services publics. Donc, vous imaginez bien qu'il allait essayer de casser le statut de la fonction publique. Parce que c'est un statut protecteur des droits des administrés, des droits des fonctionnaires. Donc, la loi de Darmanin avait pour but de casser le statut de la fonction publique. Voilà. Et les syndicats, quand même, sont un petit peu montés au créneau. Voilà. Mais simplement les fonctionnaires, eh bien, les enseignants qui sont des... Enfin, les profs qui sont des fonctionnaires, comme ils ne sont pas très politisés, ils n'ont pas compris. Et ils ne se sont pas mobilisés. Et la preuve, c'est que le jeudi 9 mai 2019, c'était une journée nationale de grève et de mobilisation, donc de manifestation, contre le projet de loi Darmanin. Jeudi 9 mai 2019. Moi, j'y ai participé, bien sûr. Je suis descendue, j'ai fait grève et je suis descendue manifester à Reims. J'ai pas pu faire grève puisque j'avais été suspendue par la rectrice d'académie. Donc, je suis descendue manifester à Reims. Ok, à Reims, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait à peu près 500, 600 personnes. Mais il faut dire qu'à Reims, les syndicats ont la très mauvaise habitude de mettre leur manifestation à 10h du matin. Voilà. C'est stupide, mais ça montre, je veux dire, ça vous donne une indication sur leur mentalité. Mettre une manifestation à 10h du matin, ça veut dire qu'à midi, tout est plié, et puis vous pouvez vous balader dans l'après-midi. Parce que dans les autres villes du Grand Est, je peux vous assurer que la manifestation, c'était 13h, 14h, 15h. Voilà. Mais bon, bref. Donc, 9 mai 2019, journée nationale de grève et de mobilisation, savez-vous combien de personnel dans l'éducation nationale, et plus précisément dans le secondaire, c'est-à-dire collège-lycée, savez-vous combien de personnel ont fait grève ce jour-là? 12%. 12%. Et comme vous savez compter, c'est pas très difficile, 100 moins 12, ça fait 88. Donc ce jour-là, il y a eu 88 personnels de l'éducation nationale dans le secondaire, 88% de profs qui ont décidé de ne pas se mobiliser pour protéger le statut de la fonction publique. Résultat, la loi de Darmanin a été votée le 6 août 2019. Mais ces pauvres petits fonctionnaires confis dans leur confort vont peut-être se recevoir un coup de matraque
derrière la tête. Parce que il y a dans cette loi un article, qui est l'article 72. Je vous mets le lien en description dans la vidéo, au-dessous de la vidéo. Donc, c'est l'article 72. Et que dit cet article? Eh bien, il dit que pendant 5 ans, à partir du vote de la loi, donc pendant 5 ans, eh bien, l'administration pourra expérimenter la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle. Qu'est-ce que c'est la rupture conventionnelle? Eh bien, c'est un moyen très simple, pour l'employeur bien sûr, de virer des gens qui ne conviennent plus. Tout simplement. Rupture conventionnelle, ça veut dire que l'employé accepte, après une petite concertation, conversation, bras de fer qui finalement va aboutir à capote pour le fonctionnaire, va accepter de quitter la fonction publique. C'est ça la rupture conventionnelle. Et donc, ce que certains et certaines de mes amis, qui sont des enseignantes et des enseignants, mais qui ont très peur de l'administration et qui préfèrent comme ça, eh bien, vont peut-être se retrouver obligés à accepter une rupture conventionnelle. Tout simplement parce que ces personnes, si jamais ce sont des personnes compétentes, si jamais ce sont des personnes expérimentées, au-dessus de la cinquantaine, si ce sont des personnes passionnées, investies dans leur mission de service public, si ce sont des personnes qui ont du succès dans leurs activités pédagogiques avec les élèves, et si ce sont des personnes qui en plus ont d'esprit critique et en plus ne se laissent pas marcher sur les pieds, eh bien ces personnes risquent fort de subir le même harcèlement moral que j'ai subi depuis 4 ans de la part de la rectrice d'académie de Reims. Ces personnes risquent de subir de la placardisation, de subir de l'ostracisation, de subir du dénigrement, de subir des humiliations telles qu'au bout d'un moment, ces personnes vont craquer et ces personnes vont accepter la rupture conventionnelle. Alors si vous ne me croyez pas, eh bien ça veut dire que vous croyez au Père Noël, donc je vous souhaite de beaux rêves. Mais si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vous rappeler 3 petites choses. Premièrement, la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy. On sac le nombre de postes de fonctionnaires, on commence déjà, Macron ne fait que continuer. Deuxièmement, vous devriez vous rappeler ce que le candidat Macron avait publiquement exposé en février 2017. Il avait dit, et je vous mets le lien sous la vidéo, il avait dit que un des objectifs de son quinquennat était de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et si vous croyez naïvement que dans les 120 000 postes de fonctionnaires, il n'y en aura aucun dans l'éducation nationale, eh bien je vous laisse croire au Père Noël. Et troisièmement, vous pourriez vous souvenir du harcèlement moral institutionnel qui a sévi à France Télécom, à Orange ensuite, mais qui a sévi et qui a été justement condamné en décembre 2019 au pénal. Vous devriez vous souvenir de cela pour comprendre que il faut absolument se remobiliser, peut-être à la rentrée de septembre, après les vacances, puisque les profs ont besoin de vacances. Bref, donc il faut absolument se remobiliser pour défendre le service public de l'enseignement, qui est un des piliers d'une république démocratique et sociale. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais actualiser, c'est ça. J'espère que vous aurez appris des choses en m'écoutant, j'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que votre niveau de conscience sera plus élevé, parce que c'est mon but, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Canal Jack. Conscience et intelligence sont 2 armes de résistance. À bientôt.